Mais comme c'est beau. Mais comme c'est beau. Voici ce que j'attendais avant de tester le téléviseur. Une bonne grosse mise à jour de la part de Sony sur le A95L. C'est-à-dire que le produit a été lancé dans le commerce sans cette énorme mise à jour. Donc je me suis dit, il faut que je l'attende la mise à jour. Et c'est pour ça que j'ai attendu pour faire ce test. Je vous explique ce qui se passait. Nous on a commencé à le tester avec Sylvain, téléviseur. Et on s'est rendu compte, regardez à l'image, que notamment par les ports HDMI, le téléviseur refusait de prendre du Dolby Vision. Cependant, avec une application comme Netflix intégrée au téléviseur en Dolby Vision, il n'y a pas de problème. On avait un problème pour faire entrer du Dolby Vision par les ports HDMI. Secondo, il y avait également un petit problème côté Dolby Vision en 120 images par seconde. Il n'y arrivait pas. Donc si tout va bien avec cette mise à jour qui est en cours de téléchargement, lourde en plus, ça fait 20 minutes et je suis fibré. Donc avec cette énorme mise à jour, on devrait pouvoir faire entrer du Dolby Vision par les ports HDMI et en plus en gaming, on pourra être en Dolby Vision 120 images par seconde. Ce qu'on vérifiera en branchant la Xbox qui est ici et elle nous fera un check du téléviseur pour dire on peut ou on peut pas. Voilà. Et voilà. Avant, après, avant, l'Apple TV ne pouvait pas diffuser du Dolby Vision sur le téléviseur. On vient de faire la mise à jour et hop, tout est passé en Dolby Vision. Eh bien, quelle aventure! Donc je voulais attendre cette mise à jour pour être sûr de ce que je vous propose au niveau du test. Voilà, c'est parti! Je suis content, je me suis offert un super fond vert pour cette vidéo, ça coûte un petit peu cher, mais enfin, regardez un peu le fond vert gigantesque qui est derrière moi. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un produit exceptionnel qui est annoncé par Sony comme exceptionnel. Il s'agit du A95L. Alors c'est un produit qui arrive avec une aura extraordinaire et qui se veut le concurrent direct de tous les modèles qui ont été testés sur la chaîne depuis des mois. Donc LG G3, MZ2000 de Panasonic, le modèle Samsung QD OLED, donc le S95C, ainsi que les Philips 908, 808, tout tremblé. C'est le concurrent de tout le monde celui-ci, tout le monde. Alors justement, on va passer en revue ses caractéristiques, ce qu'il sait faire, pas faire avec des démos, tout va sur le terrain. On va faire un tour du propriétaire de ce produit. Est-ce que le ramage, le plumage, tout va ensemble, est-ce qu'il sait tout faire ou pas du tout, et où on en est au niveau de justement du gaming, de plein de choses, on va tout passer en revue. Après le tour du propriétaire, on ira sur le terrain avec des démos, des tas de trucs que j'ai testés sur le produit, des trucs presque en live avec Netflix, avec des sources, des mires, avec du gaming, Xbox, PS5, tout est là, on va tout faire ensemble, on va bien s'amuser. Après on ira voir Sylvain, le roi de la sonde, l'homme qui a donc testé le produit pendant plusieurs jours avec une sonde et qui a donc des mesures à commenter. On verra ça tout à l'heure, est-ce que oui ou non, est-ce que en effet, c'est une bête de compétition ou bien, ouh là là, Sony a vu trop grand, on ne sait pas encore. Après Sylvain, on fera les plus et les moins qui résument le test en ajoutant des petites choses à l'intérieur. Et après, une conclusion. Je suis super heureux de faire ce test parce que la bestiole qui est derrière, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, celui-ci, c'est quand même quelque chose. Mais regardez-moi ce monstre. Et encore, vous vous rendez peut-être pas compte de la taille du bousin. 1,95 m, c'est le plus grand modèle dans la collection, dans la série, dans la gamme A95L. Mais ça commence aux 55 pouces. Alors les prix que je vous donne maintenant, c'est les prix que j'ai obtenus au 18 novembre. Ça peut bien sûr encore baisser parce que ça n'a pas été lancé à ce prix-là. Donc à la date de cette vidéo, le 55 pouces est quand même à 2699 €. Le 65 pouces est à 2999 €. Et celui-ci est à 4999 €. Il a été lancé à beaucoup plus cher. Donc au fur et à mesure, on approche un petit peu Noël, les choses comme ça. Donc les prix commencent un peu à chuter. J'ai presque honte de le dire, mais c'est un des téléviseurs les plus onéreux jamais lancés par Sony parce que, à ma connaissance, dans le monde du grand public, c'est le téléviseur le plus performant jamais lancé par Sony. Si la folie vous en prenez d'acheter celui-ci, donc le Big One, 1,95 m au garrot, vous allez pouvoir avoir le pied qui est ici. Regardez, il peut être mis à cet endroit-là, donc en centre, ou bien sur les côtés, à volonté. Concernant le poids des téléviseurs, ça va de 17 à 35 kg suivant la diagonale de la bestiole. L'épaisseur reste inchangée. Ils ont fait un exploit là-dessus parce que, en effet, l'épaisseur, c'est... Attendez, je vais y aller. Regardez, oh là là, Fort Boyard. L'épaisseur, c'est 4,2 cm d'épaisseur, ce qui comprend également la section audio. C'est facile à faire puisqu'en effet, c'est la dalle qui va vibrer. Donc vous n'avez pas des haut-parleurs qui sont comme ça derrière, vous allez avoir des petits haut-parleurs de retour haptiques avec des petits boomers, on en parle tout à l'heure, mais globalement, ils n'ont pas une section audio gigantesque à placer puisque c'est donc de l'OLED. Et l'OLED, on peut faire vibrer la dalle comme ça avec un retour haptique et avoir le son qui vient directement
de l'écran, puisqu'en effet, voilà, le son, c'est quoi? Ce sont des vibrations de l'air. Vous vibrez, et bien on fait vibrer la dalle et vous entendez ce qui se passe. Et dans ce cas-là, les dialogues sont vraiment centrés, les dialogues de, voilà, oh là, c'est super impressionnant. Et encore, je sais pas ce que vous voyez vous, mais moi je suis devant et je me dis, oh, oh, on va se régaler. Donc justement, en parlant de se régaler, quel est le type justement de technologie utilisée sur ce téléviseur A95L de Sony? C'est de l'OLED, c'est du QD OLED, donc la conception Samsung. C'est une dalle Samsung QD OLED, deuxième génération. C'est la même dalle à la base que sur le modèle le Samsung S95C qui a déjà été testé sur la chaîne au début de l'été. Je crois qu'on a testé le produit avec des très belles caractéristiques. Mais là, ce qui se passe avec Sony, comme avec les autres fabricants, ils achètent des dalles à d'autres fabricants. Ils disent voilà, on est content, on a ta dalle. La dalle OLED, QD OLED, elle est super. On va l'aménager à notre sauce, comme le fait Panasonic. Voilà, et on aménage la dalle. Ce qu'a fait Sony, c'est qu'ils ont travaillé sur la dissipation thermique de la dalle. C'est-à-dire qu'en effet, il faut savoir que l'ennemi, entre guillemets, d'une dalle OLED, c'est quand il y a beaucoup de blanc, un blanc total à balancer comme ça, parce qu'en effet, il y a une consommation maximale d'un panneau. Dans ce cas-là, quand il y a trop de blanc, oh là là, il y a trop de blanc, ça pompe trop, il va commencer à baisser la luminosité. C'est un phénomène de clipping. Donc on va essayer d'éviter ça. Justement pour ça, il y a un capteur thermique qui est placé derrière la dalle avec un dissipateur thermique pour gérer comme ça les hautes luminosités, la chauffe et en même temps l'algorithme qui va fonctionner derrière pour essayer d'avoir le blanc le plus lumineux, le plus pur. Ce qui est marrant avec Sony et le QD OLED, c'est qu'il y a une notion de philosophie quand même. Ça fait depuis 10 ans, je crois, que Sony mise à fond sur quelque chose qui s'appelle le Triluminos. Alors Triluminos, c'est un algorithme en même temps pour la colorimétrie. Ils avaient été parmi les premiers à introduire des points quantiques, dont des quantum dots sur leur téléviseur LCD. Donc ils ont quelque chose autour de la colorimétrie et le QD OLED, c'est pile poil là-dedans. Je rappelle rapidement, sans vous gonfler, messieurs, dames, la différence entre l'OLED classique de LG et le QD OLED. Alors, l'OLED classique de LG, c'est tout simple, rouge, vert, bleu et blanc. Voilà, c'est les pastilles de base OLED avec une grille et autres. Donc, l'image vient plutôt derrière la dalle, c'est-à-dire voilà, elle vient par là. Tandis que le QD OLED, c'est différent. Ils sont pas partis du principe qu'il faut rouge, vert, bleu, blanc, pas du tout. Ils ont 3 points d'émission bleus qui sont coiffés de quantum dots, donc en effet de filtres quantiques, ont fabriqué justement le RVB. Et cette émission est carrément collée à la dalle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effet de gris ni quoi que ce soit. Regardez les images à l'écran, ça parle plus que des mots quelquefois. Donc le truc important avec le QD OLED, c'est comme il n'y a plus cette grille qui pourrait freiner un petit peu la luminosité, ils annoncent une luminosité qui est très très forte naturellement. Je veux dire sans qu'on ait affaire à des micro-lentilles ou des trucs comme ça. Naturellement, on a un système d'illumination qui est plus proche de ce que vous voyez, donc de la dalle, ça vient d'ici. Donc, une lumière qui est plus forte avec en même temps un plus grand espace colorimétrique parce qu'on a en effet ces points quantiques, donc ces filtres quantiques, les quantum dots, qui sont censés vous donner plus de couleurs, enfin des couleurs plus vibrantes, plus de teintes à l'intérieur. C'est le truc de base. Le QD OLED a un autre avantage, c'est l'angle de vision qui est extrêmement large. Pourquoi? Parce qu'en effet, à nouveau, l'image est émissive directement d'ici. Elle n'est pas derrière, c'est frontal. Donc on a un angle de vision extrêmement large, grosse luminosité et surtout un espace colorimétrique qui n'est pas, à mon avis, atteignable par l'OLED. Voilà, tout n'est pas parfait aussi. Sachez que ça reste de l'OLED, donc ça peut aussi marquer. Il y a des circuits anti-marquage, il y a tout ça, mais à la base, les promesses du QD OLED, ça rentre bien dans la philosophie de Sony, avec la colorimétrie, avec la luminosité, et quelque chose qui est proche du cinéma. Et le truc important, c'est déjà la deuxième génération de dalles QD, donc Samsung et eux, bien sûr, annoncent, on a encore progressé, encore plus lumineux, plus fidèle, encore plus de noir, encore plus de tout, les couleurs, vous n'allez pas en revenir, c'est du délire. Je peux vous dire, j'ai les genoux qui tremblent. Cette vidéo, vous allez voir, il y a des surprises. Qui est-il? Téléviseur Ultra HD, 4K, compatibilité HDR10, Dolby Vision, HLG, attention, il n'y a pas de HDR10+ sur ce produit, et en même temps, c'est pas super utilisé en post-production du cinéma. En post-production cinéma, c'est HDR10, ainsi que Dolby Vision majoritairement sur Netflix, dans le monde entier, dans les salles de cinéma, c'est plutôt Dolby Vision. Donc Dolby Vision à bord. Et bien sûr, qui dit image, je vous le dis à chaque fois, je m'assois carrément, qui dit image, dit génie dans la lampe. Et le génie dans la lampe, c'est un processeur exceptionnel. On en parle maintenant depuis 2 ans sur la chaîne. C'est le processeur Sony XR cognitif. Alors ça veut dire quoi cognitif? Parce que ça se trouve, ça ne veut rien dire pour vous. L'idée d'avoir un processeur dit cognitif, c'est qu'il a été entraîné à se comporter comme nous, avec nos yeux. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez l'image que vous avez actuellement. Vous avez l'image de ce batracien. Qu'est-ce que fait votre œil en premier? Vous n'allez pas regarder là. Votre œil ne regarde pas ici. Quand vous voyez ça, vous allez surtout focaliser ici. Ça, c'est votre vision directement de l'œil humain. Donc, ce que va faire tout simplement le processeur, c'est qu'il va travailler les points de convergence
de nos yeux. C'est-à-dire quand on regarde une image, voilà, il va travailler notamment ici. Et ce processeur superbement intelligent, hein, comme nous les êtres humains, va faire une cartographie de la profondeur. C'est-à-dire qu'il va essayer de voir, alors les seconds plans, comment je les détache et tout, pour avoir la vision la plus proche de ce qu'on a nous en tant qu'être humain, quand on est dans la rue, partout. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une machine learning, c'est-à-dire qu'il apprend en même temps plein de trucs, ce processeur cognitif. Vous le savez tout comme moi, quelquefois et souvent, messieurs, dames, les sources qui rentrent dans le téléviseur, c'est pas forcément de Ultra HD 4K. Donc le processeur se dit, bah, il va falloir que je fasse quelque chose de façon intelligente, parce qu'il paraît que je suis intelligent. Donc il va prendre les sources qui sont standards, les sources 1080p Full HD, il va les travailler pour qu'il y ait en effet pas de problème de saccade, pas de problème de ce qu'on appelle l'aliasing, donc vous savez, des crénelages, il va aménager le signal pour que l'image qui n'est pas 4K quand elle rentre ait une bonne allure au final, et que vos yeux disent, ah mais c'est magique, magique. Oui, c'est le génie de la lampe. Donc il est là, vous le frottez et il vous donne une image formidable. Là, c'est directement une source 4K, mais vous verrez tout à l'heure que quand c'est pas du 4K à l'entrée, le processeur est juste fou. C'est une machine incroyable, le XR Cognitive Engine de Sony. Donc ce processeur intelligent travaille le contraste, la colorimétrie, le mouvement, et au passage, comme c'est un téléviseur que moi j'estime être parfaitement cinéma, il est gaming et cinéma, mais surtout cinéma. Il dispose des modes IMAX, donc IMAX Enhance, Dolby Vision professionnel sur 3 modes, Netflix Calibrated, il y a le Bravia Core à l'intérieur. On va en parler du Bravia Core à l'intérieur, mais il y a un mode Bravia Core Calibrated, qui est le mode IMAX, hein, parce que Bravia Core, c'est de l'IMAX. Il y a tout plein de modes, il y a des modes jeu également en FPS, en RTS, et un calibrage professionnel possible. On va parler tout de suite du Bravia Core pendant qu'on y est. Non, vous savez que j'aime le cinéma. Moi, je suis né pour aimer le cinéma. Et parler d'un téléviseur Sony, c'est également parler de l'écosystème Sony. Parce que Sony, c'est pas uniquement des téléviseurs, c'est pas uniquement du gaming. C'est pas que ça, c'est qu'il y a Sony Pictures et il y a l'offensive Bravia Core. Alors, Bravia Core, c'est un peu l'inconnu du samedi soir. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est Bravia Core. Bravia Core, c'est une plateforme qui appartient à Sony, Sony Pictures, en alliance avec IMAX. C'est-à-dire que tout ce qui est sur Bravia Core est, à ma connaissance, lié à IMAX. Donc vous avez toutes les nouveautés, toutes les choses à IMAX. Mais attention, pour y accéder, c'est tout simple. Il faut avoir un téléviseur Sony sous le libellé XR. Donc même ceux de 2022, ça fonctionne. Donc il y a XR et il y a XR 2023. Et le truc, c'est que par rapport au prix où vous avez acheté le bousin, genre ici, le truc à 5000 € qui fait 1,95 m, vous avez un nombre de films offerts avec le téléviseur. C'est-à-dire que là, je crois qu'il y a 10 films donc offerts avec le téléviseur et un abonnement de 24 mois qui est offert à l'intérieur. Une fois qu'on a épuisé a priori les 10 films, on peut payer avec Google. Ils trouvent toujours des façons de vous faire payer de façon n'importe comment. Le truc intéressant avec Bravia Core, c'est que techniquement, c'est à ma connaissance la plateforme de streaming la plus performante au monde. C'est-à-dire qu'on a un débit maximal de 80 mégasecondes, donc c'est très très élevé. On a des caractéristiques d'image qui sont très proches du Blu-ray disc. On a une section audio qui est celle de DTS, because IMAX à l'intérieur. IMAX, DTS, voilà, tout est lié. C'est intéressant parce que ça rentre dans l'écosystème Sony, parce que Sony, c'est au-delà d'une marque quand même. C'est un monde complet, c'est un univers qui va en effet de la production, en passant par la post-production, qui passe en effet par les téléviseurs, le gaming, il y a plein de trucs, c'est assez dingue. Avant de passer à la section audio ainsi qu'au gaming, je vais vous dire, mais comment est-ce qu'on règle un truc pareil? Parce que Jojo le Bousin, quand même, c'est quelque chose. Eh bien, c'est tout simple. C'est un menu de vous rappeler beaucoup de choses parce qu'en effet, c'est le même type de menu que sur le Philips 908 ou 808 ou tous les téléviseurs qui sont Android TV, Google TV. Vous avez un menu en effet avec beaucoup de fonctions, mais encore libre à vous de les activer, pas les activer. Vous voyez les menus à l'écran. Le truc qui est différent quand même, je tiens à dire un truc important. Je suis pas inquiet, je me dis que quand même c'est de pire en pire ou de mieux en mieux, ça dépend comment on le voit. C'est qu'à chaque génération de produits, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué d'arriver à les régler ces produits. Vous avez de plus en plus de fonctions de tous les côtés. C'est quand même quelque part un cauchemar pour le novice. Heureusement, il y a des modes pré-réglés, dits automatiques, comme justement le mode IMAX, Netflix Calibrated, ou bien le Filmmaker, qui est pas là-dessus, mais qui est sur d'autres modèles, qui permet justement de retomber sur ses pieds. Mais vous avez vu le nombre de réglages qu'on peut avoir, d'autant plus que celui-ci, comme le modèle Philips, a un capteur de lumière dans la pièce. C'est-à-dire qu'il va savoir si vous êtes en plein jour, pas en plein jour, et si vous avez une certaine tonalité de lumière chez vous, c'est-à-dire une lumière qui serait peut-être plus jaune, un peu plus bleue, je ne sais pas, des néons, j'en sais rien du tout, et lui, il va essayer justement de régler sa colorimétrie par rapport à votre pièce. Mais tout se déconnecte. On vous oblige à rien du tout, mais il peut le faire. Vous avez des modes également Dolby professionnel, donc Dolby Vision professionnel avec 3 modes différents, sombre, clair, comme ça on peut ajuster au mieux l'image. Et chaque année c'est un step-up. On se retrouve avec des menus de plus en plus complexes et autres, mais expliquez quand même à chaque fois, ils vous mettent un petit truc, attention et tout. Il y a les paramètres du panneau en même temps ici pour éviter justement le marquage. On a des paramètres sur tous les produits OLED qui sont également intégrés à ce téléviseur. Là on me pose souvent la question des circuits qui permettent justement de limiter ou tenter de limiter l'éventuel
nouvelle notion de marquage d'une dalle. Alors il y a ce circuit, enfin cette façon de faire, mais attention, l'actualisation du panneau, utilisez l'option actualisation du panneau moins d'une fois par an pour éviter de trop solliciter votre écran très vieux, parce qu'en effet c'est un petit peu agressif, c'est quand entre guillemets ça va vraiment pas du tout, il faut vraiment faire ça, mais c'est moins d'une fois par an. C'est quelquefois des gens qui oh tiens on va le faire comme ça, non, ne le faites pas. Laissez surtout votre téléviseur branché la nuit parce qu'en général, un téléviseur OLED se met entre guillemets un petit peu à jour quand on éteint la dalle. Il y a une sorte de check qui est fait par le téléviseur pour savoir si par hasard, il n'y aurait pas un début de léger marquage. Mais si vous coupez votre téléviseur, si vous l'enlevez du secteur la nuit, si vous enlevez la prise électrique, il ne pourra pas le faire. Donc un téléviseur OLED, il faut le laisser plugger 24 heures sur 24 pour qu'il puisse travailler même quand il n'y a pas l'image à bord. Mais ça, il faut éviter de le faire souvent. Hein. Vraiment. Hein. C'est une fois par an et encore. Un truc qui a super progressé depuis des années, c'est les pré-réglages en usine. C'est-à-dire qu'en effet, les téléviseurs, la plupart du temps, on les sort du carton, on les branche, on met un mode, c'est directement nickel. On n'a plus à ajuster la colorimétrie pendant 350 ans. Il y a quand même eu une période où on sortait le téléviseur du carton, c'était jaune, bleu, vert, oh là là, c'est de l'arc-en-ciel du bonheur. Tandis que là, quand même, les téléviseurs sont vachement bons à sortie d'usine. Le progrès est là et c'est vachement bien pour vous. Mais ces téléviseurs qui sont haut de gamme donnent des accès à des tas de réglages. Et c'est ça qui est important pour ce type de produit parce que on peut utiliser ce produit pour aller très loin techniquement, on verra tout à l'heure, y compris pour faire peut-être un petit peu de mastering vidéo parce que le bestiau là va loin. Et pour gérer tout ça, la télécommande. Très sympa cette télécommande avec en plus un rétroéclairage et micro puisque le produit est donc Google, on peut lui poser des questions, il y a assistants vocaux, il y a tout ce qui va à bord parce que c'est un écosystème tout ça. Nous en arrivons maintenant au gaming, le moment important de cette vidéo parce que vous avez vu l'intro de la vidéo. Au moment où moi j'ai eu le téléviseur en prêt, le téléviseur n'était absolument pas prêt pour avoir le Dolby Vision en 120 images par seconde. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc qui m'a un petit peu énervé, on est entre nous comme ça, c'est que Sony met en vente ce téléviseur, ils l'ont mis en vente, il n'y a pas de problème, allez on y va. On le met en vente et il n'était pas prêt. C'est-à-dire qu'il a été mis en vente, on ne pouvait pas faire entrer de Dolby Vision par un port HDMI, c'était absolument impossible, et le Dolby Vision n'était pas activé en 120 images par seconde. Ça fait que le téléviseur s'est pointé dans le commerce, il était absolument incomplet. Le 2 novembre, bing, une mise à jour magique, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simple. Le Dolby Vision, en effet, est pris en charge. Voilà, votre téléviseur prend en charge Dolby Vision pour les jeux jusqu'en 4K 120 images par seconde. Donc c'est la première fois, à ma connaissance, chez Sony qu'un téléviseur peut prendre le Dolby Vision, enfin peut gérer le Dolby Vision jusqu'en 4K 120 images par seconde. Ce qui est intéressant, c'est que là tout est dans le vert. Si vous regardez bien, je vais vous faire un gros plan après, tout est dans le vert. C'est-à-dire que le produit est extrêmement performant, il est aussi performant que les téléviseurs LG depuis 1 an et demi qui sont Dolby Vision. Mais maintenant, il y a beaucoup de téléviseurs qui se pointent, qui sont en effet compatibles gaming, notamment en Dolby Vision, 120 images par seconde 4K, puisqu'il y a maintenant Philips, il y a Sony et bien sûr LG qui le fait. Et pourquoi on peut avoir du Dolby Vision en 4K, 120 images par seconde sur ce produit Sony? Tout simplement parce que derrière cette dalle, au demeurant magnifique, il y a le processeur Mediatek, le tout nouveau, qui s'appelle le Pantonic 1000, qui est également sur le téléviseur Philips 908, dont vous avez le test sur la chaîne. Donc ce processeur est capable justement de gérer le Dolby Vision 4K, 120 images par seconde. Par contre, le processeur Mediatek Pantonic 1000 a quand même un petit défaut, c'est qu'il y a 2 ports HDMI sur 4 qui sont plein pot, 48 Go avec toutes les possibilités, il n'y en a que 2 sur 4, comme le Philips, comme les Panasonic. Il n'y a pour le moment que LG et Samsung qui ont 4 ports HDMI en 2.1 avec toutes les caractéristiques. Hop, oh bah, magnifique. Bon, vous l'avez vu dans la présentation des gammes Sony, je crois que c'était au mois de mars, il y a une barre de gaming qui est vachement bien chez Sony, qui a pas mal évolué avec notamment l'arrivée d'un ajustement automatique du HDR sur la barre de gaming. Il y a également des modes jeux spécialement créés pour la PlayStation, c'est-à-dire que là, j'ai pu faire l'essai tout à l'heure, quand on branche la PlayStation, elle est vraiment reconnue. C'est-à-dire, oh là là, mais tu es là, on va essayer de faire au mieux pour que ça aille vite. On verra tout à l'heure justement l'input lag mesuré par Sylvain. Il y a des modes d'affichage multiples, il y a des jeux personnalisables, bref, on a vraiment la main mise sur le gaming avec notamment des fonctions de redimension d'écran. Enfin, il y a plein de trucs que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, on peut dire que côté gaming, sur ce modèle qui est mis à jour, donc le A95L dans toutes les diagonales, on a quelque chose qui est à la hauteur de tout le reste. C'est ce qu'on attend de Sony. Moi, je me rappelle quand même au début, je crois que c'était il y a 1 an et demi, il y avait des mises à jour qu'on a attendues, je crois, 6 mois ou 9 mois et certaines ne sont jamais arrivées. Donc là, on peut dire que la série A95L, elle est pareille pour le gaming.
The Last of Us. On va repartir en exploration, parce que j'adore ça. L'exploration, cette fois-ci, la section audio. Alors, l'audio, c'est tout simple. Je vous ai dit au début de la vidéo que le téléviseur fait 4,2 cm de profondeur. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle une surface acoustique. C'est-à-dire qu'en effet, avec l'OLED, c'est possible d'avoir ce qu'on appelle des moteurs haptiques, donc qui font vibrer la dalle. Ce sont des moteurs haptiques qui permettent d'avoir le son qui est émis par la vibration de la dalle. Rassurez-vous, c'est sans danger, ça se passe très très bien. Ça a été conçu par LG, ça a été repris notamment par Sony. On a 20 watts plus 20 watts, 10 plus 10 watts, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le moteur haptique, enfin 2 moteurs haptiques, et également 2 mini subwoofers qui sont donc placés à l'arrière. Ce qui est intéressant, c'est que le produit est compatible Dolby, enfin Dolby Digital, Dolby Atmos. Il est également compatible avec DTS, DTS HD Master Audio, enfin bref, il gobe tout. Pourquoi est-ce qu'il gobe tout? Pourquoi? Je vous le donne en mille, parce qu'il est IMAX. Truc important, il y a également ce qu'on appelle l'Acoustic Center. Ce moment, je l'ai dit avec un accent, bref, l'Acoustic Center. Ce moment où le téléviseur s'associe à des barres de son Sony. Vous voyez actuellement la liste des barres de son qui permet justement au téléviseur de parler à la barre de son. C'est-à-dire que chacun va prendre son rôle. C'est-à-dire qu'il y a la barre de son plus le téléviseur. Peut-être que le téléviseur va faire les dialogues, la barre de son va balancer des sons dans l'espace. Bref, c'est une association complète. Donc en clair, sans décodeur, soit le téléviseur fabrique lui-même des sons spatialisés en Dolby Atmos avec son propre système, soit on peut lui rajouter une barre de son dans la liste que vous avez eue pour que le téléviseur plus la barre de son travaillent ensemble, soit vous avez une barre de son qui n'a rien à voir avec Sony, vous la connectez et la barre de son est parfaitement séparée du son du téléviseur. Et c'est le téléviseur qui envoie le son et la barre de son, la vôtre, va gérer ça. Mais l'idéal, bien sûr, avec un bousin pareil, c'est de lui placer une barre de son Sony ou bien un gros système derrière. N'oubliez pas que quand même celui-ci, par exemple, vous avez vu la taille, il fait quand même presque 2 mètres. Donc moi je pense qu'à 2 mètres, il faut quand même du son derrière et pas uniquement un retour haptique. On écoutera ça tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, la facture... elle s'envole. On sait déjà pas mal de choses, hein. Je vous ai bien saoulé. Mais il y a une petite rubrique que j'aime bien, moi, à chaque fois dans les vidéos, ça s'appelle En vrac. C'est le truc que je vous rajoute comme ça, sur les produits, truc extraordinaire. On a parlé tout à l'heure de la connectique avec 4 ports HDMI, dont 2 ports HDMI hyper rapides. En plus, vous avez 2 ports USB, Ethernet, optique, mais il n'y a plus de prise casque. Ils ont enlevé la prise casque. Je sais pas, elle s'est envolée quelque part dans les limbes de l'enfer, visiblement. Il y a un truc très très bien sur ce téléviseur, même s'il est Google TV Android. Il est compatible Apple AirPlay 2, HomeKit, il y a Chromecast à bord. Il y a le Bluetooth 5.2 avec compatibilité 3D audio pour un casque en Bluetooth, donc c'est plutôt cool à la base. Et le Wi-Fi est un Wi-Fi 6. Maintenant qu'on a bien fait le tour du propriétaire, je vais m'asseoir calmement avec vous, entre nous, je vais vous dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu pendant 15 jours avec ce produit. Bon, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle maintenant. Là, maintenant, je vais vous dire quelque chose, c'est presque solennel. C'est presque un test qui va être marquant, je pense, dans ma carrière de petit gars qui teste des télés, parce que je peux vous dire un truc, c'est que ce qui se passe avec ce téléviseur, c'est que j'avais jamais vu ça. Alors vous allez me dire un truc important, et vous avez raison. Je dis, oh Pépé, à chaque fois que tu fais un téléviseur, c'est toujours mieux que le précédent, c'est toujours mieux que si, c'est toujours comme ça que ça se passe avec toi, on sait plus ce qu'il faut croire. Et sur ce point-là, je peux pas vous donner tort, parce que j'ai testé des merveilles, tout de même cette année. J'ai testé le LG G3, qui m'a... Mais LG G3, c'était la première fois que j'avais une dalle micro-lentille, donc j'ai testé ça en disant, oh, j'avais jamais vu ça. Et c'est vrai. Après, j'ai testé le Samsung S95C, qui en effet était un modèle qui avait pour la première fois cette dalle QD OLED deuxième génération. Je dis, oh là là, ça arrache quand même. Après, j'ai fait le MZ 2000 de Panasonic. Oh là 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 là, ce truc, le traitement, le machin, le truc. J'ai fait le C3 entre-temps, qui est un petit peu un modèle qui n'est pas aussi performant que cela. J'ai fait le Philips il y a 15 jours, donc le 908. Et ce 908, j'ai dit, oh là là, j'avais jamais vu ça et tout. Il faut savoir que toutes ces marques ont tout de même une personnalité. C'est-à-dire que sur le Philips, j'avais donné des indications de ce que donnait l'image au niveau de sa perception. Chaque marque a sa façon de travailler. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais vraiment jamais vu ça. C'est-à-dire que on va y aller point par point concernant l'image du téléviseur A95L. Les résultats les plus époustouflants, les plus à couper le souffle que j'ai vus, c'est dans la gestion du HDR et du Dolby Vision. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Regardez les images qui passent actuellement pendant que je parle, je vais beaucoup illustrer en fin de compte mes propos. Je n'avais jamais vu une telle façon de gérer les seconds plans, le contre-jour.
C'est un véritable bazar de faire du contre-jour. On a toujours quelque chose qui va pas, on a une surbrillance où on voit que c'est détaché. Enfin, c'est très compliqué en HDR Dolby Vision d'avoir un contre-jour qui est naturel, qui est comme nous on le verrait avec nos yeux humains. Parce que notre œil humain est capable de regarder le soleil et regarder en même temps quelque chose devant nous sans que ça soit dans le côté très sombre. On est capable justement de faire la différence parce que nous on a une belle amplitude. Et là, sur certaines images que j'ai pu afficher, j'ai trouvé un résultat en HDR Dolby Vision, mais bluffant, de chez bluffant, sur la façon dont sont gérées justement les lumières, les ombres, les détails dans les ombres, la colorimétrie qui part pas en vrille alors qu'on se retrouve avec un soleil ou un contre-jour. J'ai vu des séquences de folie avec des acteurs qui sont placés devant une baie vitrée pendant des scènes entières, justement dans la chute de la maison Usher, que vous voyez actuellement, et on voyait les acteurs de façon extrêmement nette, alors que derrière c'était extrêmement lumineux, ça pétait de lumière, et j'étais là, j'ai dit mais ça va s'écrouler. Non. C'est resté parfaitement calé, et qu'une colorimétrie qui est restée calée, le détail est resté calé, on a gardé le contraste, le noir, on a tout gardé avec une baie vitrée à fond les ballons. Et en général, ça c'est un cauchemar, c'est le piège total pour la plupart des téléviseurs. Et là, celui-là, floup, mais comme si de rien n'était, c'était du délire. Regardez les mires qui passent actuellement, le niveau de blanc est étonnant. Également, la luminosité est extrêmement étonnante, mais la colorimétrie, c'est ce qui m'a le plus sidéré. C'est cette présence des couleurs extrêmement vives, parce qu'il y a du QD-OLED, hein. Donc on a quelque chose qui va très très loin. Je pense que tout à l'heure, justement, Sylvain pourra en parler, parce que ce que j'ai vu à l'œil, ça allait très très loin, hein, au niveau justement de cette présence de la colorimétrie, qui est associée justement à une définition qui est extrêmement piquée, avec justement un côté second plan qui va très très loin, c'est-à-dire second, troisième plan. On sent qu'il y a un travail qui est fait sur cette sorte de profondeur 3D, avec le processeur XR qui bosse comme un fou derrière. Donc on a à la fois une sorte de profondeur d'image qui est presque irréelle, on pourrait passer la main, mais ça c'est pas la première fois, mais surtout la gestion de la luminance, donc de la lumière, du noir, rendu du noir, et le truc important avec ce type de produit, c'est-à-dire le QD OLED, c'est qu'on peut afficher des lettres blanches sur fond noir sans qu'il y ait de blooming. Ce que je vous disais à propos justement de l'affichage sur fond très noir, on n'a aucun effet d'écho de blooming avec ce type de technologie, donc le QD OLED, puisque en effet la diffusion se fait sur la dalle, c'est pas derrière, c'est collé devant entre guillemets. Ça fait qu'on n'a pas un effet de vitre qui pourrait donner justement des échos de lumière. L'OLED peut le faire. Là, regardez la précision des lettres affichées, c'est juste délirant, mais c'est le but de la manœuvre, hein. Le QD OLED fait ça. Ce qui m'a le plus marqué avec ce traitement chez Sony, donc le traitement XR cognitif, mon Dieu, je suis intelligent, et la dalle qui est donc refroidie, thermique, dissipation thermique et autres, c'est en effet la gestion de la luminosité. La lumière qui arrive sur une séquence, elle peut être localisée sans jamais nuire à tout le reste et avec une présence, mais c'est vibrant, c'est étincelant. Ça peut être étincelant tout en gardant tout le reste des caractéristiques, c'est-à-dire la colorimétrie, la définition, le machin, les contre-jours, tout reste, j'en bafouille, tout reste là. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu une telle gestion de Dolby Vision, enfin du HDR. C'est incroyable. Globalement, parfois, j'ai l'impression d'être en mastering. C'est le mastering vidéo où on travaille sur des moniteurs, et avec une précision de colorimétrie absolument dingue, avec en effet cette notion du traitement du Dolby Vision, avec un second plan qui est très net, avec en même temps un contre-jour très net, parce que le contre-jour, c'est une saloperie à passer en vidéo, parce que le contre-jour, c'est quelque chose de très compliqué techniquement, et c'est la raison pour laquelle on a inventé le HDR, c'est pour éviter le contre-jour bouché. On débouche le contre-jour, mais là, c'est pas qu'on le débouche, c'est qu'il est naturellement présent, avec en plus une luminosité qui est vive, c'est qu'on garde cette luminosité tout en gardant le contre-jour extrêmement net. Non, mais déjà au secours, quoi. Vous avez l'image du téléviseur, là. Hein. Moi, je dis au secours. Là, c'est du grand art. Hein. J'aimerais également parler de l'upscale. L'upscale fait donc par le processeur sublimement intelligent Mars Attack de Sony, le XR cognitif. Tout ce qui rentre dans le téléviseur, qui est par exemple 1080p, l'upscale est fabuleux. Vraiment, c'est nickel. Il n'y a pas d'effet d'artefact, il n'y a rien de tout ça. Et pourtant, je n'ai pas enclenché des modes de folie. Hein. Je suis resté extrêmement neutre dans les réglages, justement, pour ne pas fausser ce que j'ai à voir. Donc, je suis resté sur un truc où même j'ai autorisé les saccades, hein, quand il y en avait un petit peu, sans toucher avec des circuits de compensation. Bien sûr, quand sur une image c'est extrêmement éclairé, par exemple ici, et quand il y a un travelling, bon, cette partie éclairée va saccader un petit peu. C'est normal, mais on peut le compenser. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de voir jusqu'où il fait les saccades. Donc, j'ai pas compensé. Et c'était parfaitement regardable. Hein. Il n'y avait pas de problème là-dessus. C'est nickel de chez nickel. Mais là, c'est pas encore une première. C'est-à-dire qu'en effet, Philips travaille bien aussi. Panasonic bosse bien là-dessus. On le sait. Vous avez vu dans les autres vidéos. Mais ce qui m'a bluffé, c'est vraiment la gestion
de la couleur, la gestion des contrastes, la profondeur du noir, la non-pollution des points blancs sur les zones sombres, because il n'y a pas de blooming, et surtout la gestion des fortes lumières. Les fortes lumières, c'est vraiment impressionnant. On parvient à garder dans les fortes lumières carrément de la colorimétrie. C'est-à-dire que s'il y a un rouge très vif qui est boosté par le fait qu'il y a beaucoup de lumière sur ce rouge, il va rester nickel, avec à côté peut-être un soleil ou un truc comme ça, et tout est équilibré. Il n'y a rien qui vient bouffer le reste. C'est cette précision de trucs qui se phagocytent pas, qui se marchent pas sur les pieds en disant « moi je vais te bousiller parce que je suis là » qui m'a impressionné. Il fait le détail de tout, que ce soit de la définition, du contraste, de cette luminosité, de la colorimétrie même sur la luminosité qui ne part pas en vrille. Et attention, aucune solarisation. Regardez ce que je disais concernant l'absence totale de solarisation. On arrive à avoir des choses comme ça, donc des teintes qui sont très compliquées, et il n'y a pas en effet de graduation. Il n'y a pas de solarisation. Enfin, pas à l'œil nu, hein. Je ne sais pas ce que vous voyez en vidéo, malheureusement c'est filmé, mais moi je n'ai pas de solarisation fortement visible comme ça, alors que c'est super compliqué. Voilà justement, sur deux choses-là. Je rappelle ma grande frustration, hein, c'est que moi je vois à l'œil nu quelque chose qui est filmé par un smartphone Ultra HD 4K, donc le S23 Ultra, et qui est retranscrit chez vous après montage, après compression YouTube. Donc on ne peut pas dire que ça soit forcément quelque chose qui vous permette de savoir trop où on en est, mais moi, de mes yeux, ce que je vois, eh ben, je chiale, quoi. Vous me direz, je chiale à chaque fois. Oui, mais là, un peu plus. Curieusement, un petit peu plus. Je chiale surtout parce qu'elle va repartir, quoi, cette télé. Voilà. On a quelque chose qui est parfaitement net, sans aucun effet de solarisation autour de toutes ces images. Et c'est assez rare, quoi. C'est assez rare. Cette profondeur, ce contraste, oh là 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 là, Madre de Dios, oh là 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 là, c'est à tomber par terre de détails, de colorimétrie, de présence. Bon allez, on passe à autre chose. Oh là 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 là. Bon, je vous laisse un petit peu, c'est pour le plaisir. Hein. Alors ça existe vraiment, hein, parce que là, je vais passer la main devant, donc je suis vraiment en train de filmer l'écran. Hein. Le rendu du noir, là, il n'y a rien du tout entre guillemets, qui déconne, il n'y a rien qui déconne, il n'y a rien. Donc vous avez zéro solarisation, zéro phénomène de blooming, vous avez zéro problème de banding, c'est-à-dire que vous avez une image, vous voyez à l'écran encore une fois, vous avez une image qui est bleue, bah elle est bleue intégralement, vous n'avez pas un effet de banding, vous n'avez rien du tout. Rien du tout. C'est bluffant. Oui, je vous le dis les yeux dans les yeux, ça, c'est lui. C'est pour moi le meilleur téléviseur que j'ai testé cette année en vidéo. C'est le meilleur. Attention, je vais être très très clair dans mes propos. Ça ne veut pas dire que les autres, donc les Philips, Panasonic, LG et autres, sont à la traîne à 10 km. Mais pas du tout. Par contre, si je dois en élire un qui s'en sort mieux que les autres, notamment en HDR Dolby Vision, c'est lui. Et encore, là, j'ai un effet de loupe parce que j'ai une image de 2 mètres. Donc même avec une image de 2 mètres, j'avais le nez dessus en disant « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est défini, qu'est-ce que c'est contrasté, qu'est-ce que c'est précis ?» Alors si on réduit l'image, c'est encore plus impressionnant, puisqu'on resserre les points, tandis que là, normalement, c'est quand on grandit qu'on voit, entre guillemets, l'effet loupe de tout ce qui pourrait ne pas aller. Et moi, j'étais là, je dis « Mais c'est pas vrai !» Alors c'est vrai, vous devez dire, il en fait des caisses. Ouais, peut-être, mais là, c'est ouf, c'est ouf. Attention, encore une fois, je vais vous le redire, ce n'est pas parce que je pense que ce téléviseur en vidéo HDR Dolby Vision est le meilleur que j'ai testé, que ça veut dire que les autres sont loin. Non, ils sont extrêmement proches de ça. Mais là, à mon avis, Sony, avec le processing exceptionnel qu'il y a dessus, avec la façon dont ils ont travaillé la dalle, ils ont travaillé la dispersion thermique, ils ont travaillé tout dessus, autour de la dalle Samsung, ce qu'ils ont fait autour, c'est bluffant. Parce que le processing apporte beaucoup également, la façon dont on envoie les signaux à la dalle pour la motiver. Et là, le cerveau de ce produit est juste gigantesque. L'anti-reflet est très efficace et l'anti-reflet ne fait pas une image anti-reflet qui est un peu violette. Ça reste à peu près dans les cordes de ce que j'ai devant moi au niveau de la colorimétrie. De toute façon, n'importe comment, on se verra toujours un petit peu dedans. Hein. Là, il y a une rampe, vous avez des centaines de watts d'éclairage devant moi. J'ai éteint le téléviseur pour vous parler, pour pas que derrière, ça se mette en veille tout le temps. Donc voilà ce que j'avais à vous en dire sur la partie vidéo. Maintenant, on va passer à l'audio. On va écouter un petit peu l'audio et je vous en parle après.
Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais je peux vous dire que ça fonctionne. Et je sais pourquoi ça fonctionne. Regardez. 1,95 m, c'est la dalle qui vibre. C'est-à-dire, c'est en effet l'acoustic surface. Ça fait que vous avez de la puissance, parce qu'en effet, vous avez une grande dalle, vous avez en plus un soutien avec 2 mini subwoofers. Bon, bien sûr, je pense qu'il faut rajouter du grave, hein, parce qu'en effet, les effets, on en a, c'est-à-dire qu'en effet, ça décolle. Il y a en effet une spatialisation dans la pièce, c'est pas gigantesque non plus, hein. On n'est pas avec un système avec des multi-enceintes ou quoi que ce soit, mais globalement, pour avoir la présence des dialogues, c'est génial, parce qu'on a en plus un petit menu pour monter le niveau des dialogues, et les dialogues, ils viennent d'ici, puisque c'est la dalle qui vibre. Donc ça vient vers vous directement, comme au cinéma. Quand on a au cinéma un écran, il faut savoir que les haut-parleurs sont derrière, et c'est une toile acoustique. Ben là, c'est la même chose. On a donc une belle présence des dialogues, un peu de grave, pas la folie non plus, hein, et quelques effets, c'est plutôt bienvenu. Je trouve que globalement, ça se tient vachement bien. Ça ne vous empêche pas de rajouter une barre de son ou d'avoir un grand système à la maison. Encore une fois, il coche beaucoup de cases, hein. C'est du délire. Justement, en parlant de cocher des cases, on va aller retrouver le roi de la sonde, Sylvain, qui a fait des mesures, et je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes. Là, c'est une vieille expression, ça. Ça va être bien, ça va être de la régalade. Un test de téléviseur sans Sylvain, c'est pas possible. Bonjour Sylvain. Salut Pépé, Ça va? ça va super et toi? Je suis en pleine forme. On fait Bon. coucou à tous les gens qui nous regardent. Salut, Parce que là, ça va être un grand test, because il est grand celui-ci. On essaie d'avoir les plus petits, mais là, on a pris le plus grand. Et justement, tu as des tas de choses à nous dire sur ce produit. Sur le Sony A95L d'une diagonale donc de 77 pouces. On commence par le fameux pic de luminosité. Avec la dalle qui est dessus. Exactement. J'ai pu mesurer un pic de luminosité de 1295 candela par mètre carré sur ce téléviseur en mode professionnel. Alors on le compare aux autres téléviseurs, notamment le Samsung S95C qui a été mesuré dans les mêmes conditions avec le mode Filmmaker à 1325. Voilà. Ça se tient comme à l'œil, vous verrez pas la différence. Là, à ce niveau-là, vous verrez pas la différence. Tout à fait. On continue la comparaison avec l'autre technologie, la technologie White OLED avec boosté au MLA. Donc notamment chez Panasonic, le série MZ2000, on a pu la mesurer à 1441 candela par mètre carré. Il a le record celui-là, hein. Exactement. Le LG G3 a été mesuré à 1430 candela par mètre carré. Voilà. Vous vous rendez compte de ces valeurs? C'est ce que je vous dis à chaque fois dans les vidéos, on se rend même plus compte à quel point le LED a poussé grâce QD-OLED, MLA. Mais bien sûr, il faut sortir un petit peu le chéquier, quoi. Mais dans les années à venir, ça baissera. Alors, on le compare également à la génération précédente. Le Sony A95K, en mode expert, a été mesuré à 955 candela par mètre carré. Donc là aussi, on franchit un gap quand même assez significatif entre les deux dalles. Merci Sylvain, on continue? Tout à fait, avec les mesures en mode standard professionnel ce coup-ci, qui permet d'obtenir un meilleur résultat pour un rendu cinéma. J'ai pu obtenir un delta E de 2,89 pour de la fidélité des couleurs. On passe tout près, hein. Exactement, puisque je rappelle le seuil, c'est 3, seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Sylvain, et la température des couleurs, c'est 6000 quoi? 6000 quoi? Alors, la température moyenne des couleurs a été mesurée à 6409 Kelvin, contre Voilà. une valeur attendue à 6500 Kelvin. 6500, c'est le truc pile. Voilà, le Voilà. métronome. Vous allez voir sur le graphique, effectivement, il y a une dérive, mais qui est tout à fait acceptable. Le gamma moyen a été mesuré à 2,45, donc ce qui est excellent, puisque c'est la très valeur bon. attendue, c'est 2,4. Ouais, très bon. Avec également un très bon suivi de la courbe de référence. Le contraste peut être considéré comme infini sur ce téléviseur. Sur tous les OLED, et le QD en fait partie, c'est un OLED, le PPR. Tout à fait. Il est capable d'afficher des images en mode HDR. On passe maintenant donc aux mesures en mode HDR avec le mode professionnel qui permet encore une fois d'obtenir les meilleurs résultats. J'ai pu obtenir un delta E, donc une fidélité des couleurs, mesurée à 1,88. C'est encore très bon, en dessous du seuil de 3. Très bien. Je rappelle le pic de luminosité dans ces conditions, 1295 candela par mètre carré. On passe maintenant en mesure plein écran, puisqu'avant c'était sur 10% de la surface de l'écran. En plein écran, on est à 251 candela par mètre carré. Très belle valeur. Exactement. Je le compare également au Samsung S95C, qui était à 279 candela par mètre carré dans les mêmes conditions. Le Panasonic MZ2000 a été mesuré à 248 candela par mètre carré, et le LG G3 a été mesuré à 226 candela par mètre carré. Il se tire la bourre entre le QD OLED et le MLA, parce que c'est encore Philips qui est là, hein. Ils sont là en train de... Allez, on cravache, ça coûte cher, mais on en profite. On y va. Alors, il y a d'autres modes sur ce téléviseur. Le mode cinéma, avec un delta E qui a été mesuré à 1,97. Donc, c'est excellent. Excellent. Dans ces conditions, le pic de luminosité a été mesuré à 1302 candela par mètre carré. Et il y a également un mode IMAX qui a été mesuré à
avec un delta E de 1,98, encore inférieur à 3, donc une très bonne fidélité des couleurs, et un pic de luminosité dans ces conditions mesuré à 1303 candela par mètre carré. Un bon mode pour le ciné. Voilà. Tout à fait. On passe maintenant à la couverture des espaces colorimétriques. Le REC 709 a été mesuré à 109%. Je me marre. Vous me demandez pourquoi? Parce que ça atomise tout, quoi. C'est le QD OLED. Voilà. Ça atomise. C'est la plus forte valeur qu'on ait jamais eue? Tout à fait. On continue dans les plus fortes valeurs qu'on ait jamais obtenues. La couverture du DCI-P3 a été mesurée à 99,93%. C'est légèrement au-dessus du Samsung S95C qui a été mesuré à 99,88%. C'est à un cheveu, là, cette fois-ci. Tout à Non, fait. mais c'est vrai que les valeurs, c'est là où ça commence à creuser le fossé entre le système classique et le QD OLED qui rajoute les quantum dots. C'est là où, sur la colorimétrie, alors le BT2020, ça doit aussi cartonner. Exactement, puisque j'ai pu mesurer 89,12% contre 89% sur le Samsung S95C. C'est votre sonde, vous l'avez mis à l'envers encore. Absolument pas. Je rappelle la mesure du Panasonic MZ2000 sur cette série qui a été mesurée à 74%. Voilà, et ce qui est déjà bon pour de l'OLED bon. classique, du White OLED. Donc là, on est sur c'est tout à fait conforme à ce que l'on sait du QD OLED sur la colorimétrie. Quand vous mettez un QD OLED en route, vous l'avez vu dans cette vidéo, on a des couleurs qui sont, je vais pas dire fluo, mais elles sont extrêmement vives. On passe à la partie gaming. Mais avec plaisir, parce que Sony et le gaming, c'est une longue histoire d'amour qui a été contrariée plusieurs fois. Et là, je suis un peu inquiet. On est à 12,6 millisecondes. Ah bah, je suis pas inquiet. Donc c'est pas mal. Ouais. C'est très bien même. Et le Samsung était à? Et le Samsung S95C était à 9,3. Sylvain, il y a plusieurs modes de jeu sur le produit. Oui, tout à fait. Il y a 3 modes jeu sur ce téléviseur. Le mode standard, le mode FPS et le mode RTS. Ça change quelque chose à l'input lag? Absolument pas. On est à chaque fois à 12,6 millisecondes. Donc c'est très bien. Quel que soit le mode que vous allez enclencher. Exactement. Alors par contre, au niveau de la fidélité des couleurs, seul le mode standard est très bien calibré puisque j'ai pu mesurer une excellente fidélité des couleurs avec un delta E de 2,02. Vachement bien. Ce qui est très bien. Ouais. Un pic de luminosité dans ces conditions mesuré à 1180 candela par mètre carré. Mais on a une belle fidélité des couleurs, ce qui est important. Par contre, en mode jeu RTS, on a une fidélité des couleurs qui est nettement moindre puisque la delta E était mesurée à 4,36. Donc voilà, on dérive un peu. Exactement. Le pic de luminosité dans ces conditions a été mesuré à 1169 candela par mètre carré. Et en mode jeu FPS, on passe à un delta E à 4,81, donc ce qui est encore supérieur à 3, Dérive un peu. pour un pic de luminosité à 1223 candela par mètre carré. On passe maintenant à la consommation de ce téléviseur. Oui, j'ai un peu peur, parce que là, en fin de compte, de vous à moi, je préfère qu'on me livre des produits de 55 pouces, 65 pouces. Là, on a eu 77 en prêt. Donc fatalement, peut-être. La consommation, effectivement, est supérieure aux autres, évidemment, mais rapporté au pouce, c'est tout à fait raisonnable. En fait, dans ces conditions de SDR, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 76 Wh Par rapport à la taille du produit. Exactement, tout à fait. Donc C'est de la sorcellerie. C'est très bien, c'est très bien. En mode HDR, toujours avec les mêmes contenus, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 87 Wh. Donc là aussi, c'est très raisonnable pour la taille. Vous avez vu le truc? Vous l'avez vu depuis tout à l'heure, mais... Ah, moi, je m'attendais à plus. Allez, salut Sylvain. Salut Pépé. Allez, ciao. Salut à Ciao, tous. à bientôt. Alors justement, on va passer maintenant au plus et au moins. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de moins. Il y a des moins aussi. Allez, voici les plus. Je le dis haut et fort, c'est l'image la plus saisissante et la plus bluffante du marché des téléviseurs OLED et QD OLED. Attention, ça n'a pas 10 km d'avance sur les autres, hein, mais disons que là, il y a quand même un petit supplément d'âme qui apparaît tout de suite. C'est vraiment, à mon avis, actuellement, le téléviseur OLED, QD OLED qui délivre la meilleure image. Je l'ai mis en même temps parce que c'est la technologie OLED quelque part des deux côtés. Donc là, c'est waouh, j'en ai des sueurs froides. Une colorimétrie qui file des frissons avec des bonnes sources, c'est absolument incroyable. Le niveau de colorimétrie, la présence des couleurs, c'est presque fluo. Faudrait peut-être le calmer quelques fois, mais c'est un ratio de contraste exceptionnel. Mais il n'est pas le seul. Il n'y a aucun blooming autour des lettres. Ici, si vous avez donc un affichage blanc sur un fond noir, il y a zéro blooming. Il n'y a aucun écho de la lumière et tout. C'est un excellent angle de vision. QD OLED oblige. Très très beau niveau de luminosité et très bien géré par l'électronique, par la dalle, par le refroidissement. C'est vraiment génial. C'est vraiment un produit qui crache du candela et qui le fait de façon équilibrée, qui gère vachement bien son niveau de luminosité. Le processeur Sony Cognitive XR. Il fait des merveilles et même avec des sources qui ne sont pas Ultra HD 4K puisque la mise à l'échelle est vachement bien faite. Bref, c'est un excellent processeur, ce XR de Sony, voire un des meilleurs, voire peut-être le meilleur processeur au monde, je pense. Enfin, c'est où ça? Enfin, pas celle-là justement.
Le mec, je parle d'une Xbox. Enfin, le gaming en Dolby Vision, 120 images par seconde, c'est possible avec ce produit. C'est la première fois qu'on a un produit 120 images par seconde, 4K en Dolby Vision. Et champagne, hein. Excellent revêtement anti-reflet, messieurs, dames. Attention, il est excellent, il est peut-être pas meilleur que l'année dernière et il y a toujours des reflets. Ne croyez pas qu'un anti-reflet réduit tous les reflets. Par contre, il va les diffracter, il va les compenser, il va les diminuer, mais il y aura toujours, là, des éclairages ou le soleil, vous aurez toujours un petit reflet sur des fonds noirs. Mais c'est vachement mieux qu'il y a 3 ans, ou il y a 2 ans, ou même il y a 1 an, mais pas avant. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie la télécommande rétro-éclairée, toute mignonne comme ça. Voilà. AirPlay 2 à bord et HomeKit, c'est bien. Compatibilité HDR10, Dolby Vision, HLG. Compatibilité audio, Dolby Atmos, DTS, DTS HD Master Audio, tout est à bord parce que le produit est compatible IMAX, IMAX Enhance, et le IMAX implique le DTS. Audio. Côté audio, c'est la dalle qui vibre avec des petits moteurs haptiques, donc super présence des dialogues. Les dialogues sortent vraiment du téléviseur. Voilà. C'est beau, hein? Quelques effets Atmos sympas et surtout un haut volume sonore, puisqu'en effet la dalle vibre et elle est grande, donc elle va bouger beaucoup d'air dans la pièce. Le menu à l'écran sous le parrainage de Google, quand même, hein, c'est Android TV, est vachement complet. Il y a beaucoup de modes et tout est expliqué. C'est-à-dire que vraiment, si vous appuyez là, ça fait ça. N'appuyez pas là, ça fait... Voilà, tout est super expliqué. On peut vraiment agir sur l'image et le son. Voilà. Et sur le son, vous avez un mode de calibrage acoustique de la pièce. C'est un petit bonus. Je sais pas trop à quoi ça, je suis pas sûr que ça, je suis pas sûr. Mais enfin, ça fait des jolies choses à l'image. Tout ce vert comme ça pour parler des moins, les moins c'est en effet les petits coups de poing, il y a des trucs quand même qui vont pas, à commencer par le tarif. Même si les prix chutent, parce que je crois que le modèle qui est ici a dû perdre peut-être 1200, 1500 euros en un mois, ça continuera de chuter, ça reste une gamme très haut de gamme, c'est le cas de le dire, avec un des tarifs les plus élevés du marché, mais en même temps on sait ce qu'on achète. Parce que là, vous avez vu ce test, c'est un produit extrêmement performant. Il n'est pas parfait, mais il est extrêmement performant. En parlant de pas parfait, il a été lancé, et ça m'a énervé, il a été lancé incomplet, c'est-à-dire qu'on l'a mis en vente sans qu'il y ait la mise à jour autour du Dolby Vision, du 4K, 120 images par seconde. Je trouve ça pas bien de mettre en vente un produit sans qu'il soit entre guillemets terminé. C'est-à-dire, alors on le met en vente, hein, mais voilà, la mise à jour est arrivée le 2 novembre et depuis le 2 novembre, ce produit est en effet gaming, Dolby Vision, 120 images par seconde. Il peut accepter le Dolby Vision par ses ports HDMI, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Écoutez, on n'aurait pas dû le mettre en vente. Il faut finir tout avant de mettre un produit en vente. Voilà. Bon, autrement, oui, continuez le mec à fond. Les ports HDMI, ben voilà, il n'y a que 2 ports HDMI qui sont plein pot, donc 2.1, 48 Go, dont un des 2 est HDMI ARC e-ARC, et les 2 autres sont plus classiques. Voilà, because il n'y a pas encore un processeur capable de gérer les 4 ports HDMI plein pot. Ça coûte quand même 5000 euros. Hein. La disparition de la prise casque, mais pourquoi? On ne sait pas, elle a disparu. Envolé. Même si les performances gaming sont vachement bonnes, l'input lag, donc la latence, est encore un tout petit peu élevé. Il y a d'autres modèles qui font mieux. C'est-à-dire, je crois les modèles LG, Samsung, je crois TCL sont en dessous de 10 millisecondes. Là, c'est 12,5. On peut encore faire un effort, mais ça se voit pas à l'œil nu. Hein. Bonjour. Et voilà, mais faut le dire quand même. À ma connaissance, il n'y a pas sur ce modèle le mode QMS, le Quick Media Switching, qui permet de switcher d'une source à l'autre, donc 25 images par seconde à 30 images par seconde, 60 images par seconde, sans qu'il y ait de décrochage. Il peut pas le faire avec de la vidéo. Voilà, à mon avis. Donc peut-être que j'ai raté le mode, mais avec l'Apple TV, il s'est pas activé. Donc voilà, c'est un truc qui est important quand même, ça permet d'avoir une fluidité quand on passe d'une source à l'autre. Et ça, les modèles LG le font. Avec l'Apple TV, ça a switché super bien, vous avez les tests sur la chaîne. Bon, on va pas se mentir, vous avez vu le tableau, vous avez vu la bête de compétition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'ai pris, mais alors vraiment, beaucoup de plaisir à tester le produit, à passer 15 jours avec, à vous en parler en concevant cette vidéo, en faisant les mesures justement avec Sylvain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, on a fait au mieux pour vous renseigner avec les mesures, avec mon expérience sur le terrain, avec les trucs que j'ai vécu. Aucun produit n'est parfait. Il y a encore des trucs à améliorer, il y a encore des petits trucs qui traînent avec notamment peut-être quelques petites saccades ou des trucs comme ça, mais qui sont inhérentes quelquefois à la source. Mais à part ça, au niveau de la présence d'image, surtout en HDR, vous avez entendu ce que j'ai dit, c'est surprenant. Et au menu des réjouissances sur la chaîne YouTube, la semaine prochaine, si c'est fini, il y aura une barre de son, j'allais dire Sennheiser. Oui
Le mec, je ne vais pas le dire parce que je ne dis pas à l'avance. Donc oui, une barre de Sensorizer. Après, il y aura un reportage sur une grande marque IFI, un reportage tourné au Danemark. Et après, plein de trucs. Et je compte faire des petits lives de Noël, certainement le lundi soir ou le mardi soir. Des petits lives comme ça où on parle ensemble. Hein. C'est un live sur YouTube et peut-être sur Twitch en même temps. Hein, où on parle ensemble, ce que vous voulez, des questions sur ce que vous voulez acheter ou des questions sur les produits. Voilà, pour être avec vous. Parce que c'est super important pour moi de pouvoir vous écouter et autres. Ça me fait vachement plaisir. Et ça me permet de me donner des idées en plus sur des vidéos à venir, des trucs auxquels j'ai pas pensé parce que je peux pas penser à tout. Et ça me fait super plaisir. Donc il y aura des tests qui arrivent, des lives. Et il y a deux gros reportages sur une marque donc danoise et une marque américaine très connue. Je suis allé justement le faire à Los Angeles et tout. Oh là là, c'était bien. Et c'était bien. Voilà, c'était tout. Donc à bientôt sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. À très très vite. N'hésitez pas à parler de cette chaîne et de tous les tests et tout. Moi, ça me fait plaisir. Allez, au revoir hein, et portez-vous bien. Merci.